Bonjour à chacun d'entre vous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation et je vous retrouve pour cette nouvelle année 2020 et je commence par vous souhaiter mes meilleurs vœux, une année épanouissante, paisible, dans la paix, la joie et l'amour. Alors le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui que j'ai abordé précédemment, le triangle dramatique. Habituellement je fais des vidéos courtes et je suis un peu prise par le temps. Sur ce sujet-là, j'avais envie de vous faire une seconde vidéo pour creuser un peu plus en détail les sujets que j'ai abordés rapidement fin décembre. Alors le triangle dramatique, on parle aussi du triangle de Karpman, puisqu'il a été modélisé par une personne qui s'appelle Stephen Karpman. Et puis on parle aussi du triangle SVP, SVP étant les initiales des trois rôles dans ce triangle, le sauveur, la victime et le persécuteur. Alors précédemment je vous avais décrit les trois rôles, je vais reprendre ça et puis préciser leurs interactions et puis faire le focus sur comment en sortir, notamment par rapport au rôle du sauveur qui interpelle un petit peu plus que les deux autres. Donc ces trois rôles qu'on incarne, c'est des rôles qui sont inconscients, qu'on met en place dans nos relations avec les autres. On parle de jeu psychologique. Alors c'est un jeu qui n'est pas très rigolo, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de jouer, par habitude, parce que c'est quelque chose de connu, parce que malgré tout c'est confortable, même si ça fait mal. C'est-à-dire qu'en fait on a des interactions avec les autres qui sont prédéfinies d'avance, qui fonctionnent toujours de la même manière, mais dont on s'offusque, dont on fait comme si on était surpris. Alors il y a une grosse part d'inconscient là-dedans, hein. La part consciente est effectivement surprise, effectivement choquée, alors qu'en fait si on prend du recul, effectivement on savait bien que ça allait se passer comme ça. Ces habitudes-là, elles nous viennent de l'enfance, de schémas qu'on a mis en œuvre à ce moment-là et qui se répètent dans le temps. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut choisir d'arrêter ces mécanismes. Et un des points essentiels pour pouvoir arrêter quelque chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Alors pour nous aider dans cette prise de conscience, je vais reprendre la description des trois rôles. À commencer par le persécuteur. Alors le persécuteur, c'est quelqu'un qui se considère au-dessus des autres, qui pense que lui, il est bien et pas les autres. Donc du coup, il a tendance à prendre toute la place, à écraser, à humilier. C'est lui d'abord et les autres après. Il a un côté justicier, le persécuteur, en ce sens que il fait du mal, mais dans l'idée de rétablir une certaine justice. C'est l'image du bourreau. Ensuite, on a un deuxième rôle qui est le rôle de la victime. La victime, comme au sens commun, c'est quelqu'un qui subit, qui souffre, qui considère qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir se sortir de la situation. Et du coup, il se plaint, il partage sa difficulté de manière négative et passive. C'est l'image du Calimero. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et puis, notre troisième rôle, c'est le sauveur. Le sauveur, alors un peu comme le persécuteur, lui considère aussi qu'il est meilleur que les autres, mais par contre, au lieu de les faire souffrir, il va les aider. C'est-à-dire que les autres ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, les autres, d'après lui, n'ont pas la ressource pour se sortir de la situation, et lui est meilleur. Et lui va pouvoir plus les aider, et lui va pouvoir les faire sortir de leurs difficultés. Alors je disais tout à l'heure, contrairement au persécuteur qui fait souffrir, lui il va aider, finalement en aidant, il va aussi faire souffrir. Parce qu'à vouloir toujours aider, à vouloir toujours en faire plus, il finit par en faire de trop, et il met l'autre en difficulté. Alors l'image qu'on peut prendre, c'est celle du super-héros. Alors à travers ces trois archétypes, on voit bien que les trois ont besoin les uns des autres pour exister. La victime, typiquement, elle va se plaindre énormément de son persécuteur, mais elle en a besoin, parce que sans persécuteur, elle n'est plus dans son rôle de victime. Et inconsciemment, elle se complaît dans ce rôle. C'est d'autant plus facile dans notre société qui prend le parti des victimes. La victime, elle a le beau rôle, la victime, on va vers elle, la victime, on doit l'aider.
la victime, le sauveur et la victime, les deux, en fait la victime elle a à la fois besoin de son sauveur et à la fois elle veut pas être sauvée, parce que si le sauveur la sauve, elle sera plus victime. De la même manière, le sauveur à la fois il veut sauver sa victime et en même temps si elle est sauvée, eh ben, il n'a plus personne à sauver. Alors il peut passer à une autre victime ou alors il peut passer à un autre rôle. Ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'était le fait que ces rôles tournent. J'avais pris l'exemple d'une personne qui veut traverser la route. Ce qui se passe en général, c'est qu'en fait, on a un rôle de prédilection, on va amorcer le jeu avec le jeu psychologique, avec un des rôles. Quand on prend l'un des rôles, on propose à l'autre de prendre un autre rôle. Par exemple, si j'arrive avec un rôle de persécuteur, je propose à l'autre de prendre un rôle de victime. Si je me positionne en victime, je vais proposer à l'autre soit de continuer en tant que persécuteur, ou soit de prendre le rôle de sauveur, etc., etc. On ne peut pas jouer tout seul. La plupart d'entre nous, on joue à ces jeux psychologiques sans s'en rendre compte, soit parce qu'on est initiateur, ou soit parce qu'on apporte une réponse à quelqu'un qui initie un jeu. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que donc on initie avec un rôle qui est bien souvent un rôle de prédilection, un rôle qu'on a l'habitude de jouer. Pour ma part, je rentre très facilement dans le rôle de la victime. Et puis au fur et à mesure du jeu, en fait, il va se passer un certain nombre d'échanges où chacun est dans son rôle, et puis au bout d'un moment, il va y avoir un coup de théâtre, où une personne va changer de rôle, va passer d'un rôle à l'autre. Et à partir du moment où je change de rôle, eh ben, j'incite aussi les autres à changer de rôle pour se réajuster. Et on va pouvoir continuer à jouer comme ça un certain temps, jusqu'au moment où ces changements de rôle sont trop durs, font trop de mal, vont amener une réaction beaucoup plus forte, une rupture de communication, la fin du jeu et le renforcement d'un bénéfice négatif, ce qu'on appelle un bénéfice négatif. C'est-à-dire que à travers ce jeu, on vient chercher à confirmer un mode de pensée qu'on a. Donc quel que soit le rôle qu'on endosse, en fait, à travers ça, on cherche à valider un mode de pensée, une représentation du monde et des autres. Par exemple, la victime qui pense que le monde est contre elle et que personne ne peut vraiment l'aider. Et au final du jeu, elle va réarriver à cette conclusion-là. Puisqu'effectivement, en étant victime, elle aura trouvé des persécuteurs et donc le monde est contre elle, et des sauveurs. Alors la victime, inconsciemment, elle va systématiquement remettre en cause, ne pas valider en fait les propositions du sauveur. Je vous propose de regarder un petit extrait d'un film qui est génial par rapport à ça. C'est un film qui s'appelle Oui mais, avec Gérard Jugnot, qui permet de découvrir à la fois ce que c'est qu'une thérapie, puisqu'on suit un psychologue et sa patiente, ou un psychothérapeute du moins et sa patiente, et puis qui vient expliquer notamment le principe du triangle de Karpman. Je vous propose de regarder ce petit extrait qui nous parle, qui nous montre une victime et son sauveur, et qui décrit notamment le principe que la victime ne veut surtout pas être sauvée. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Ah bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Donc voilà, c'est assez flagrant dans cette vidéo, ça fait peut-être écho à des situations que vous rencontrez. Donc inconsciemment, la victime, à travers le jeu, elle vient valider que personne ne peut l'aider. Le sauveur, à travers le jeu psychologique, il vient valider qu'il est plus fort que les autres ont besoin de lui. Que les autres ont besoin de lui, que les autres ne peuvent pas s'en sortir seuls, et qu'il doit être là pour les autres. Le sauveur, à travers ça, il y a quelque chose où du coup ça le permet de se couper de lui et de ses problèmes en s'occupant des problèmes des autres. Et puis il nous reste le persécuteur qui, lui,
Lui, à l'inverse, est complètement centré sur lui. Et effectivement, les autres, d'après lui, les autres ne sont pas à la hauteur. Et à travers le jeu psychologique, ben effectivement, il arrive à la conclusion que les autres ne sont pas à la hauteur, puisque la victime reste dans un positionnement. Alors on a un positionnement, on parle des positions de vie, plus, moins. Hein, le persécuteur, je suis au-dessus des autres, la victime, je suis en dessous des autres, et chacun se maintient bien dans ce rôle. Alors si on résume les interactions les uns avec les autres, le sauveur considère que les autres sont là pour que je les aide, qu'ils veuillent être aidés ou non. Le persécuteur, il considère qu'il doit garder la main mise sur les autres. Et puis la victime, elle subit les autres, qui sont là soit pour lui faire du mal, soit pour l'aider. Alors à partir de cette prise de conscience de ces différents rôles, moi je vous invite vraiment à observer, et chez les autres et chez vous-même, quel rôle vous prenez, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Vous pouvez le faire également en regardant des séries ou des films à la télé, et regarder sous cet angle-là quel rôle prennent les uns et les autres. C'est particulièrement intéressant et instructif et ludique à la fois. À partir de cette prise de conscience, l'idée c'est que on peut observer que ça ne fait pas du bien, que ces schémas en fait ils nous mettent dans des postures qui ne sont ni agréables, ni source de bien-être, ni source de solution par rapport aux problèmes rencontrés, ni créatrice de relations saines et authentiques. Alors si vous aspirez plutôt à ces choses-là, je vous invite à sortir de ces rôles. On disait au départ, on ne peut pas jouer tout seul. Quand on rentre dans un rôle, on a besoin des autres. Moi je vous invite alors soit à ne pas commencer sur un rôle, ou soit ne pas embrayer. Quand quelqu'un prend un rôle et vous propose d'en prendre un autre, à ne pas enchaîner là-dessus. On a évoqué rapidement dans la vidéo précédente comment sortir de ces rôles. Alors, le persécuteur, c'est quelque chose qui est assez évident dans nos sociétés, parce que le persécuteur, il a le mauvais rôle, c'est pas bien de faire du mal aux autres, donc ça paraît relativement évident, quoique, de sortir de ça, d'arrêter de faire du mal aux autres, et plutôt que de les détruire et de leur faire du mal, l'axe de développement, ça serait la protection, ça serait de prendre soin d'eux, de les protéger, leur proposer un cadre où ils peuvent être maîtres d'eux-mêmes et révéler en fait leur potentiel. Il peut s'appuyer sur des normes, sur des valeurs qui permettent de délimiter et d'ouvrir un espace de liberté. Ensuite, on a le sauveur. Non, je vais le garder pour la fin, le sauveur. Ensuite, on va prendre la victime. La victime, l'idée c'est de sortir de son rôle passif où elle subit les autres pour retrouver un rôle actif où elle reconnecte en fait sa puissance, ses capacités. Qu'est-ce que moi je peux faire dans la situation pour que ça aille mieux ? Quelles sont les ressources que je peux activer? Je peux peut-être pas tout résoudre, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que non pas je rêverais d'avoir, mais qu'est-ce que j'ai déjà qui peut m'aider et avancer? Pour ça, il faut qu'elle se centre sur qu'est-ce qui est bon pour elle et qu'est-ce qui va lui faire du bien. Pas qu'est-ce qui est habituel comme posture et confortable dans l'instant présent, mais qu'est-ce qui, in fine, va l'aider. Exemple, je suis en mode victime avec un persécuteur qui me hurle dessus, alors vous pouvez prendre le chef, le collègue, le père, le mari, etc. Posture victime habituelle, je m'écrase, de toute façon ça sert à rien de répondre, il va en rajouter une couche. Posture de puissance, en sortant du rôle de la victime, ça va demander effectivement un effort, parce que là c'est plus facile de se taire et ça va être plus dur de dire stop. Là, ça sert à rien de communiquer de cette manière-là, il n'en sortira rien de bon, stop, on s'arrête et on en reparle plus tard, par exemple. Dans l'instant présent, ça lui demande plus d'efforts, donc c'est peut-être plus inconfortable. Par contre, in fine, c'est plus confortable et ça va amener un équilibre bien plus satisfaisant. J'ai gardé pour la fin le rôle du sauveur et comment sortir du rôle du sauveur. D'autant plus que dans notre société, on considère que le sauveur, c'est le gentil. Alors pourquoi arrêter d'être gentil? C'est une très bonne question. Je vais vous mettre un deuxième et dernier extrait de ce fameux film Oui mais, avec un exemple de pourquoi c'est pas si gentil que ça d'être sauveur. Un promeneur voit un papillon en train de sortir de sa chrysalide. N'écoutant que son bon cœur, il ne résiste pas au plaisir de l'aider. Il prend la chrysalide, l'ouvre délicatement et le papillon sort. Formidable, non? Sauf que, privé de l'effort qui devait affermir ses ailes, le papillon ne peut pas s'envoler et se fait manger tout cru.
Voilà, ce petit extrait nous permet de mieux comprendre, j'espère en tout cas vous allez mieux comprendre que être sauveur c'est pas forcément faire du bien, au contraire. Et du coup la juste posture pour sortir du sauveur, c'est d'arrêter cette posture intrusive où on fait à la place de l'autre, mais de permettre à l'autre de faire par lui-même. Pour lui permettre de faire par lui-même, on va à la fois accepter les choix qu'il fait, qui peuvent être différents des nôtres, et puis l'encourager dans la capacité, dans ses capacités, dans ses ressources pour sortir lui-même de cette situation. Voilà les éléments complémentaires que j'avais envie de vous évoquer sur le triangle dramatique. C'est un outil particulièrement puissant qui m'aide énormément à comprendre ce qui se passe et à changer de posture. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le film dont je vous ai parlé et dont je vous mets les références. Pardon, dont je vous mets les références sous la vidéo. Oui mais avec Gérard Jugnot. Je vous invite, si vous le désirez, voilà, à vous renseigner un peu plus loin sur ce sujet. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder ma première vidéo où j'explique les choses dans un premier temps, où j'explique les rôles, où je donne un exemple de comment les choses tournent, les rôles tournent. Et également, je vous ai mis un petit exemple de la soirée dansante du triangle dramatique. Voilà, et ben si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie et je suis très preneuse de vos retours sur ce format plus long, plus détaillé, que je pourrais être amenée à répéter éventuellement. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite un très bon début d'année 2020. À bientôt!